Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information. Les députés français sont arrivés à l'heure au terme de leur séjour à Lomé hier. La visite du palais des gouverneurs a retenu l'attention du groupe d'amitié France-Togo. Le marché de Ketao, un lieu d'échanges commerciaux de l'époque, veut renaître de ses cendres. Le maire de la commune de Bina 2 est sur le chantier. Ils sont plus de 960 000 à départager aujourd'hui 6 candidats dont Adama Barrow, président sortant de la Gambie. Pour l'heure, les réseaux sociaux sont mis en garde contre toute proclamation hasardeuse. Invité de ce samedi pluriel, Rose Kaimi-Vedor, ministre de l'Investissement. Au micro exclusif de Radio Lomé, Madame le ministre encourage la nouvelle classe d'hommes d'affaires du Togo. Le deuxième invité développe le contenu de 16 jours de campagne contre les violences faites aux femmes. Les sports avec les affiches de la deuxième journée de D1 et la revue de presse boucle ce journal. Actualité d'abord, fin de séjour à Lomé de la délégation des parlementaires du groupe d'amitié France-Togo. Hier, la délégation était au palais des gouverneurs à Lomé. Honorable Aude Bono-Vandoeme, le chef de la délégation. Le palais est superbe, magnifique. Nous ne pouvons qu'admirer votre restauration. C'est du grand art que nous vous envions certainement. Quant à l'exposition de Kassi Agassi, elle est fabuleuse, vraiment merveilleuse. Et je crois qu'il a dit que l'Afrique de son père lui avait apporté une vision du monde. Eh bien, je peux vous dire que nous allons partir avec une vision du Togo exceptionnelle dans ce que vous pouvez représenter. Et l'art de Kassi Agassi est remarquable. Ingénieur, artiste, aimant le monde, gardant ses racines, voulant que le Togo aille plus loin, c'est fabuleux. Donc, merci à vous, c'était fantastique. Dossier décentralisation, plusieurs initiatives de développement sont en cours dans la commune de Bina 2, dans la région de la Kara. Les responsables de la mairie de Ketao multiplient les efforts pour l'épanouissement des populations et le rayonnement de la commune. Longtemps considéré comme un des plus grands marchés du Togo et visité par des commerçants des pays voisins, le marché de Ketao veut retrouver ses lettres de noblesse. C'est un vœu cher aux fils et filles de cette préfecture de la Bina, surtout les médecins colonels à la retraite. Tantangue Ali, il est le maire de Bina 2. Notre première potentialité, c'est le grand marché. Nous pensons qu'il faut l'agrandir. Il faut délocaliser la gare routière qui est trop près du marché, construire de nouveaux hangars, des boutiques et des magasins pour laisser fleurir le commerce chez nous. On a aussi des forêts sacrées. Pour l'avenir, les opérateurs économiques, vraiment, ils seront bienvenus parce que nous luttons pour une cohésion sociale, une atmosphère pacifique dans la commune pour permettre que chacun, surtout les commerçants et même de nouveaux investisseurs arrivent. La promotion 2021 d'étudiants en santé publique a bouclé sa formation à Lomé. Ils sont 17, à savoir 16 Togolais et un Tchadien à recevoir leur diplôme. Professeur Didier Koumavi Ekwevi, directeur du Centre de formation et de la recherche en santé publique. La santé publique, c'est en fait une discipline, c'est une science qui permet de s'occuper de la santé mentale et physique des individus, mais à un niveau collectif et pour prévenir les maladies, également pour prolonger la vie et permettre à la communauté de prendre en charge ces différents problèmes de santé. En bref, on propose des solutions pour améliorer la santé des populations. Pour cette 27e promotion, la représentante résidente de l'OMS au Togo a eu un message. Madame Fatoumata Diallo Binta Didiane. On a accompagné le centre. C'est devenu maintenant la vraie routine de santé publique en termes de formation. Il est devenu un centre de recherche en santé publique. Et ensuite, nous sommes, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, en train de mobiliser des ressources, d'amener tout le monde autour de ce centre pour que la formation, aussi bien en santé publique des personnels paramédicaux, évolue très vite et augmenter la capacité aussi pédagogique pour que le centre puisse accueillir plus d'étudiants.
Cette série de communiqués concernant la HAC, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les promoteurs ou directeurs de radios privées que les conventions d'autorisation ou de renouvellement ont été signées. Ils sont priés de passer les retirer au secrétariat particulier du président de la HAC sous tous les jours ouvrables, donc de 7h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Voici un deuxième communiqué de la HAC, c'est avec Milek Aboukou. Dans le cadre de sa mission de régulation des médias et de contrôle de la publicité médiatique, la HAC, par communiqué en date du 14 juin 2021, rappelait aux annonceurs, sociétés et règles publicitaires l'obligation de faire valider leurs messages publicitaires avant tout affichage public en toute diffusion ou publication sur les médias. La HAC constate avec regret que cette obligation n'est toujours pas respectée et que des organes de presse, radio, télévision, presse écrite et en ligne, et des supports d'affichage continuent d'exécuter ces messages sans visa. À cet effet, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication tient une fois encore à attirer l'attention des différentes structures concernées par la diffusion publique de messages publicitaires par le respect strict de cette obligation en cette période de fin d'année et de nouvel an. En tout état de cause et sur rapport du service monitoring de la HAC, tous les organes de presse qui diffuseraient ou publieraient désormais des messages publicitaires non validés s'exposeront aux sanctions réglementaires. Élection présidentielle en cours en Gambie, ils sont plus de 960 000 électeurs pour départager 6 candidats, dont le président sortant Adama Barrow. Pour l'heure, la Commission des droits de l'homme met en garde les réseaux sociaux contre toute proclamation hasardeuse des résultats. Le dossier avec Nathalie Kbanege. Alors que la liberté d'expression est devenue une réalité dans le pays, Emmanuel Diouf, président de la Commission nationale des droits de l'homme, lance un appel aux utilisateurs des réseaux sociaux. Ils doivent faire attention. Par exemple, c'est la Commission électorale indépendante qui annonce les résultats finaux. La désinformation peut causer beaucoup de problèmes, donc mon message, c'est de ne pas donner de résonance aux discours violents. Il faut être mesuré, car ils ont une lourde responsabilité vis-à-vis de toute la nation. D'ailleurs, la mission a mis en place un service dédié aux réseaux sociaux. Sa mission est de repérer les informations, les vérifier et communiquer là-dessus. L'objectif est de limiter au maximum la diffusion de fausses nouvelles. Sur le terrain en amont de l'élection, cette coalition de la société civile a aussi déployé 25 personnes depuis plusieurs semaines pour suivre attentivement la campagne. Et le premier bilan tiré par Emmanuel Diouf est plutôt satisfaisant. Il n'y a jamais une campagne 100% parfaite, mais cela a globalement été plutôt correct. Un point de vue que partage la CEDEAO. L'instance sous-régionale a une mission de 62 observateurs avec à sa tête Ernest Kourman, ancien président de la Sierra Leone. Si tous les observateurs sont confiants pour ce scrutin, ils n'oublient pas qu'il reste très particulier. Première élection libre depuis plus de 25 ans, elle est présentée comme un test pour la démocratie. Emmanuel Diouf espère que les esprits resteront tout de même apaisés. Nous disons aux gens, allez voter, rentrez chez vous et attendez les résultats. Il peut y avoir des mécontentements, mais tout cela doit rester dans un cadre légal. S'il y a des contestations, il faut saisir la justice et faire des recours. Des observateurs de l'Union africaine, de l'Union européenne et du Commonwealth sont également mobilisés pour parcourir les 1400 bureaux de vote répartis dans tout le pays et qui sont ouverts depuis 8 heures. Lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, il en est question dans ce journal. D'abord, ces deux magazines. Le premier, que présente Grace Goto sur une production de Raoul Tetuniaki, présente les conséquences de ces violences et les efforts du gouvernement en la matière. Selon une étude établie par le ministère de l'Action sociale en 2010 sur les violences basées sur le genre, 32% des femmes togolaises ont été victimes de violences physiques ou sexuelles depuis qu'elles ont 15 ans. Parmi celles-ci, 22% ont subi des violences sexuelles et ou physiques et 3% des violences à caractère purement sexuel. Kofi Gani, directeur de cabinet du ministère de l'Action sociale, relève ici les conséquences issues de ces violences. Les conséquences qui en découlent sont désastreusées
désastreuse, destruction des familles, affaiblissement du tissu socio-communautaire, mise en péril de la santé physique, la dignité, la sécurité et l'autonomie des victimes, avec des impacts graves sur leur santé sexuelle, sur leur santé reproductive, liés aux grossesses précoces ou non désirées, aux avortements dangereux, aux fistules traumatiques, aux infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida, même jusqu'à là au décès. Une des victimes relate son calvaire. Je suis coiffeuse et tresseuse, ça allait un peu. Le temps de Covid, rien ne va. La maison, ça chauffe. Les enfants reviennent de l'école, c'est maman ceci, papa ceci. Mais papa ne s'intéresse pas. À chaque fois, quand tu demandes, c'est le coup de bâton, coup de poing, tu vas prendre. De jour en jour, c'est le bagarre. Donc, un jour, une dame m'a indiqué à venir à ce centre pour parler. Et je suis venue. Les mamans m'ont reçue. Et ils ont convoqué mon mari, nous a prodigué beaucoup de conseils. Et là, je peux dire que ça va un peu. Le coup de poing a diminué et l'attente est là un peu. Pour soulager les peines de ces dernières, le gouvernement a entrepris plusieurs actions à leur égard. Madame Ouro Aïssa Akanti, directrice générale du genre et de la promotion de la femme. Ces actions tournent autour de 3 axes. D'abord, l'axe de la prévention. Il y a l'axe de la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre et l'axe de la coordination. En matière de prévention, plusieurs activités ont été menées. Nous avons sur le plan juridique la révision des textes nationaux. Le gouvernement a pris aussi de nouvelles lois telles que la loi luttant contre la mutilation génitale féminine. En matière de prise en charge des victimes de violences, il y a la prise en charge psychosociale qui est faite au niveau des centres d'écoute, l'accompagnement juridique et l'accompagnement socio-économique. Les hommes et les femmes doivent faire bloc pour créer une ceinture de sécurité autour des entités familiales et communautaires pour protéger les filles et femmes contre les violences, les discriminations, les brimades et les agressions de toutes sortes. La ligne verte Allo 1011 est aussi là pour la dénonciation et la prise en charge. Le deuxième magazine évoque la typologie de violences faites aux femmes. Nathalie Panege. Le harcèlement sexuel dans les services, surtout dans les médias, semble être un sujet tabou. Pourtant, il constitue l'une des difficultés que rencontrent les femmes dans l'exercice de leurs fonctions. Claudine Akakpo, ancienne directrice de l'agence togolaise de presse. Les supérieurs hiérarchiques, c'est eux souvent qui harcèlent. Il y a également les collaborateurs qui harcèlent parce qu'ils ne savent pas. Il y a aujourd'hui une loi au Togo qui punit le harcèlement. Cette loi vous dit par exemple quand vous êtes harcelé, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut porter plainte. Le harcèlement est réel au niveau de la communication, bien sûr, mais dans les autres départements ministériels également, dans la société en général. Mais les femmes doivent être assez fortes psychologiquement pour résister à ces harcèlements et vouloir être promues grâce à leurs compétences et non à ce que certains appelaient promotion canapé. La cellule genre du ministère de la Communication et des Médias va désormais jouer un grand rôle dans le règlement de ce problème lié au genre. Je salue la mise en place de cette cellule genre. Une femme dans un organe qui est harcelée peut d'abord s'adresser à la cellule genre et les membres de cette cellule genre ont l'obligation d'approcher gentiment les supérieurs hiérarchiques qui font telle chose et les sensibiliser. Et si ça persiste, il y a les autorités judiciaires chez qui on peut porter plainte. Je milite beaucoup dans les associations de promotion des droits de la femme, le CFDD, le WIDAF. Donc, c'est des organisations partenaires auxquelles la cellule genre peut faire également appel pour leur formation ou bien pour les aider à accéder à la justice. Le CFDD, par exemple, a mis en place des cellules d'écoute où on peut les écouter et leur donner la procédure à suivre si vraiment les femmes harcelées veulent porter plainte. L'un de nos invités, ici présent, Moncho Ayaovi, aura à rebondir sur le sujet. Invité du Samedi Pluriel, d'abord, Madame Rose Kaï-Mivedor, ministre de l'Investissement. Le Togo a abrité une semaine de réflexion sur les économies africaines post-Covid-19. D'éminentes personnalités nationales et internationales étaient à ce rendez-vous qui a accouché des mesures à mettre en place pour relever le niveau de l'économie. Madame le ministre Rose Kaï-Mivedor, bonjour. Bonjour, Monsieur Danakou. Vous êtes ministre de l'Investissement. À ce titre, Radio Lomé voudrait savoir ce qui justifie la rencontre de Lomé sur la relance de la croissance économique post-Covid.
Covid-19. Merci beaucoup. Effectivement, le Togo, comme tous les pays du monde entier, a dû faire face à une crise sanitaire qui a eu un impact sans précédent sur l'économie mondiale. Toutefois, notre économie a fait preuve de résilience, ce qui nous a permis, malgré tout, d'avoir une croissance en 2020 de 1,8%. Donc, au niveau du Togo, nous avons donc voulu saisir l'opportunité des rencontres Africa pour rassembler les acteurs économiques nationaux et nos partenaires économiques étrangers, notamment français, pour échanger sur les perspectives de relance. L'organisation de ce forum envoie également un signal aux investisseurs et à nos partenaires internationaux que le gouvernement togolais est déjà à pied d'œuvre pour avoir une économie plus robuste après la crise sanitaire. Donc la relance se prépare dès maintenant et donne raison à la proactivité du Togo. D'ailleurs, les prévisions pour l'année 2021 s'établissent à 5,3% de croissance, ce qui renforce la stratégie de relance du Togo. Pourquoi le thème central de ces rencontres Africa 2021 table sur la responsabilité des entreprises? En fait, il s'agissait pour nous d'être dans la vision gouvernementale. Je vous rappelle que sous le leadership de son Excellence, M. Faure Eswazina Gnassingbé, chef de l'État, le Togo s'est doté d'une feuille de route gouvernementale qui prévoyait des investissements de plus de 3 000 milliards de francs CFA, donc soit plus de 1 500 milliards sont attendus sous forme d'investissements privés. De plus, le Togo œuvre depuis plusieurs années à la réforme du climat des affaires afin que les entreprises puissent prospérer et créer de la richesse inclusive. Cependant, elles ont été affectées, comme je le disais auparavant, négativement par la crise liée à la Covid-19. C'est donc en toute cohérence que nous avons voulu susciter des discussions sur l'apport des entreprises dans le cadre de la relance afin d'échanger sur les actions qui peuvent être mises en place pour une meilleure croissance pour le secteur privé togolais et africain. Madame le ministre, veuillez nous expliquer le choix porté sur les décideurs et chefs d'entreprise français, maghrébins et africains. À notre niveau, nous œuvrons au renforcement des relations économiques et à l'attraction d'investissements en provenance de différents pays et à la promotion également des investissements nationaux. Donc cette édition des rencontres Africa a ciblé des entreprises françaises maghrébines, mais il faut être sûr que de prochaines sessions de rencontres, donc de prochains forums, pourraient concerner d'autres pays partenaires et amis du Togo. Donc c'est pour une première édition, mais je dirais que ce n'est que le début. Nous nous donnerons des opportunités de créer des événements similaires en invitant d'autres pays amis sur lesquels nous voulons renforcer des relations de coopération, des relations économiques et commerciales. Nous voudrons également savoir ce que le Togo peut espérer de ces rencontres. Concrètement, notre objectif au-delà de ce forum, c'est le développement de partenariats porteurs pour nos entreprises. Plus de 300 rencontres d'affaires ont été organisées dans le cadre de ce forum et nous espérons vivement que les partenariats qui seront réalisés attireront ces partenaires à investir et à s'implanter au Togo. Comme j'aime à le dire, nos entreprises connaissent le marché. Ils ont une très bonne connaissance du marché local, ils ont une bonne connaissance du marché régional et du potentiel de développement que nous avons. Les PME, PMI européennes, ils ont la technologie, ils ont la capacité financière et ils ont besoin d'avoir un partenariat solide, un partenariat qui est mutuellement gagnant-gagnant pour pouvoir se développer à l'export et nous permettre de créer ensemble de la croissance et de la richesse pour nos populations. Les jeunes entrepreneurs du Togo ont été encouragés lors de ces rencontres de Lomé. Avez-vous un message ou un conseil pour cette nouvelle génération d'hommes d'affaires de notre pays? Effectivement, on a parlé de pépites. On a eu l'opportunité d'en présenter quelques-uns qui ont des projets qui, pour certains, qui sont des projets matures, pour certains qui sont des projets en gestation. Pour nous, ce sont des pépites sur lesquelles il faut travailler. Et comme vous le savez, la jeunesse est au cœur de la vision politique du chef de l'État. Aussi, je leur demande d'être déterminés à saisir les opportunités d'affaires et d'investissement dans notre pays. Les opportunités sont nombreuses et nous sommes engagés à les accompagner pour la réussite de leurs projets. Les jeunes sont l'avenir de notre pays et les mécanismes d'accompagnement de l'État tels que le FAEJ, le PAEJ-SP, le MIFA, la NPGF sont des réels leviers d'amorçage qui permettent de les rendre prêts à pouvoir aller maintenant à d'autres échelles et pouvoir, je dirais, avoir des structures industrielles qui sont vraiment des structures industrielles qui répondent à des besoins précis sur le marché togolais, qui peuvent également répondre à des besoins précis sur le marché sous-régional et voire à l'international. C'est l'ambition que nous avons pour nos entreprises togolaises. La femme togolaise a-t-elle une part active dans cette émergence de nouveaux jeunes entrepreneurs togolais? Certainement, la femme togolaise a un rôle à jouer. Les initiatives mises en œuvre pour des quotas dans les marchés publics en sont la preuve. Ce n'est pas moi qui vous apprendrai que 25% des marchés publics sont réservés aux femmes et aux jeunes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus des 75% restants.
ils peuvent y compétir, mais ils ont déjà l'assurance que sur cette tranche de 25%, ils sont prioritaires. Au-delà de cela, de plus en plus de femmes se voient confier des rôles dans la sphère du secteur privé, mais également dans le secteur public. Et j'encourage fortement les femmes à assurer ce fort leadership qui nous est particulier et à contribuer à la création de richesses dans notre pays. Et je pense que ça ne sera que la traduction logique de la particularité du Togo avec le potentiel et le leadership qu'on a toujours connu à nos Mama Benz. L'entretien tire vers sa fin. Madame le ministre Rose Kaimi-Vedor, y a-t-il d'autres aspects sur lesquels vous voudriez réagir? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour le temps d'antenne que vous m'avez accordé. Et je renouvelle également mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a permis que cet événement puisse se tenir à Lomé, et à son Excellence, Madame la chef du gouvernement, qui a rehaussé par sa participation l'éclat de cet événement. Mes remerciements vont également aux acteurs du secteur privé, aux opérateurs du secteur privé, qui ont vraiment répondu massivement à l'invitation qui leur a été faite. Je pense que tout le monde s'est impliqué pour que cet événement soit une réelle réussite, et on a vu le résultat qui en a découlé. Notre pays est dans une dynamique positive. Les forces vives de notre économie doivent œuvrer en concertation pour qu'ensemble nous puissions réaliser la vision du chef de l'État, qui est de transformer structurellement notre économie et générer une croissance inclusive avec le secteur privé comme partenaire stratégique. Ce sera mon mot de la fin. Je vous remercie. Merci, madame. Deuxième invité, les efforts ont été multiples ces derniers temps pour une meilleure protection des femmes et des filles. D'abord, les chefs d'État africains, dont Faure et Sozomna Gnassingbé, étaient à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour une rencontre sur la masculinité positive. Au Togo, le ministère de l'Action sociale et celui de la communication ont fait leur part. Les associations ont pris la relève. C'est le cas de la Croix-Bleue qui est en campagne de 16 jours sur toute l'étendue du territoire national concernant justement la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Notre invité en parle. Monsieur Montion Ayaoufi Isidore, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la Croix-Bleue du Togo. Pourquoi avez-vous initié 16 jours de campagne sur les violences faites aux femmes et aux filles? Les 16 jours d'activisme constituent un cadre stratégique aux personnes et aux organisations de la société civile, du monde entier d'ailleurs, pour servir à faire appel à l'action pour prévenir et voire éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Justement, c'est pourquoi cette journée commence le 25 novembre de chaque année, date de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et continue jusqu'au 10 décembre, qui est la date de la journée mondiale des droits humains. Alors, quels sont les types de violences que vous avez eu à recenser? Les violences à l'égard des femmes sont multiples et se recoupent, se combinent le plus souvent. Premièrement, nous avons les violences physiques, les bastonnades, les coups, les tentatives de meurtre, tout ce que l'on peut faire sur la femme de façon physique. Nous avons les violences verbales, on crie sur la femme, on l'insulte, on la menace, on l'intimide, on peut la dévaloriser. Nous avons également les violences psychologiques. On contrôle la femme, on la critique constamment, on l'humilie, on la dénigre, et on peut lui interdire de voir sa famille. Tas de choses qu'on fait à la femme sur le plan psychologique. Sur le plan sexuel, il y a la violence sexuelle. Cela s'exprime par les viols, les agressions sexuelles, les prostitutions forcées, des pratiques qu'on peut imposer à la femme, les mutilations des sexes par exemple. La violence s'exprime sur le plan économique également. On contrôle les dépenses, on prive la femme de l'argent, on peut lui interdire ou l'obliger à travailler, on peut lui détruire des biens économiques. Et la violence peut s'exprimer également sur le plan administratif. On peut détruire des dossiers, on peut lui confisquer des dossiers ou bien lui refuser un certain nombre de démarches. Nous avons en ces derniers temps aussi
la cyberviolence, on peut publier des vidéos ou bien des images d'une femme contre son consentement. Bref, au niveau de l'Internet, on peut faire beaucoup de choses qui peuvent nuire et qui sont à l'encontre de la femme. N'allons pas oublier les harcèlements après la séparation. Donc voilà autant de violences que nous pouvons recenser à l'égard des femmes. Alors, vous avez entamé une campagne de 16 jours depuis sur le territoire national. Est-ce qu'on peut connaître les villes qui sont concernées par cette campagne? Du coup, je dirais que toutes les villes du Togo sont ciblées. Nous sommes à la radio comme ça, une radio qui couvre tout le territoire. Et en dehors de Lomé, nous avons également des représentations des ONG qui font partie du réseau Menengue du Togo et donc qui relaient aussi l'information, les activités dans les différentes villes. Et aussi les activités même que nous faisons à Lomé sont également relayées par la presse, par les médias. Donc à part les activités présentielles que nous organisons à Lomé, tout le territoire est couvert par notre campagne. Oui, cette campagne implique très souvent les enseignants. Pourquoi vous opérez ainsi? Pourquoi le choix des enseignants? Après les parents qui encadrent les enfants à la maison, les enseignants constituent un groupe clé qui s'occupe de l'éducation, de la formation, de la grande partie des jeunes qui constituent la relève de demain. Donc plus les enseignants sont bien outillés pour la lutte, plus l'impact sera grand dans les années à venir. Alors, est-ce qu'on peut connaître ce qui est attendu après cette campagne? Nous voulons qu'il y ait plus d'action, plus d'engagement des uns et des autres en ce qui concerne la violence à l'égard, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles après cette campagne. Et surtout un fort engagement des hommes et garçons du côté des femmes et filles pour l'élimination de la violence. Alors notre entretien tire vers sa fin. Avez-vous un message aux acteurs dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles? Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui se jettent dans la bataille avec nous, en saluant sur le premier plan les efforts du gouvernement. Et je voudrais inviter ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas à le faire et à demander davantage aux autorités, à l'État, d'aider les organisations de la société civile à en faire plus. On voudrait de vous aussi un message pour les femmes parce que finalement, est-ce qu'elles n'exercent pas de pression sur les garçons? Il n'y a pas de violence de la part des femmes? Oui, il y a des femmes aussi qui exercent la violence à l'égard des hommes. Et donc, nous sommes là pour faire la lutte pour l'équité genre. Et donc, ce qui est reproché à la femme est également reproché à l'homme. Et donc, les femmes aussi, dans ces jours d'activisme, sont invitées à plus de responsabilités à l'égard de leur mari. Ce matin même, vous étiez sur le terrain? Tout à fait. Ce matin, nous avons discuté beaucoup de choses avec les enseignants et on a beaucoup échangé et c'est pour de bonnes causes. Alors, nous vous encourageons à opérer et à continuer à couvrir de Lomé à Saint-Cancé. Merci beaucoup et grâce à vos relais. Merci. C'était donc Monsieur Motion Ayaofi Isidore. Il est le coordinateur de la Croix-Bleue du Togo. Nous l'avons reçu par rapport aux 16 jours de campagne que son association a initié pour couvrir tout le pays, surtout concernant les violences faites aux femmes et aux filles. C'est la page des sports, le choc au sommet de cette deuxième journée du championnat national de football de première division oppose dans la zone nord Unisport à Asco du Kara. Les deux clubs se sont imposés lors de la toute première journée. Voilà ce qui amène l'attraction et c'est ce que nous dit Kilim Poyode.
A priori, la bataille s'annonce très rude entre les deux formations au vu des forces en présence. ASCO, avec son armada de joueurs, part avec la faveur des pronostics. Le manager Abalo Dossé a des arguments solides à faire valoir devant son homologue Maurice Ntoudjian, qui reste également un autre fin tacticien difficile à manœuvrer. Lors de la première journée, ASCO et Unisport ont démontré qu'offensivement, on peut compter sur elle, même s'il y a du boulot à faire sur le plan offensif. Et c'est à ce niveau que cela va se jouer. Les oppositions entre les clubs de Sokodé et celui de Kara ont été toujours sanctionnées par des scores étriqués. Les 6 dernières rencontres entre Unisport et ASCO donnent les condamnants vainqueurs avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 victoire pour les académiciens de Koulondé. La saison dernière, c'est ASCO qui a pris de l'avance sur Unisport. Dans cette explication Unisport-ASCO, il y a des joueurs à suivre de très près. Dans le camp des initiés des Monts-Kabier, il y a Ouattara Moutalabou, Ouronimini Nazif, Sewonou Eli, Agbocho Manyim, Bourou, Samadou, Nouvon Efoué, Nyama Akate, entre autres. Du côté du Unisport, il y a également les éléments solides qui peuvent poser d'énormes soucis à Abalo Dossé et ses poulains. Madougou Abdou Bastou, Oloufade Kabir, Ouro-Djeri Kililou, Mama Zougou Djawad, Akakbo Komlan et Kwareja ou Zerundine, pour ne citer que ceux-là. Djobo Suleiman, Koudjega Mensan, Babeba Pierre, Rema Gafoga constituent le quatuor arbitral désigné pour la gestion de cette rencontre. Le commissariat du match, quant à lui, sera assuré par Aïna Serge. Voici le programme entier de cette deuxième journée. Dans la zone sud, Bolesou reçoit Kotoko de Lavier dans son entrée à Anéro. Dito et Ange se donnent rendez-vous au stade de Kégué, pendant que les 2 vainqueurs de la première journée de la zone sud, Gomido et Entente 2, se confrontent à Kbalimé. Au nom, ASC reçoit Sarasport de Bafilo à Kara, AS Bina et Kakadle se mesurent toujours à Kara, et Semassi sera l'hôte de Ifodje à Atakpamé. Tous les matchs se jouent à partir de 15h. C'est le temps de la revue de presse. La situation n'est toujours pas débloquée à Togocom. Les points de vente Timoni maintiennent leur mouvement d'humeur du 9 décembre prochain, pendant que le gouvernement évite le bras de fer avec les leaders religieux en prorogeant au 10 décembre le délai de présentation du pass vaccinal sur les lieux de culte. Outre la lutte contre le Covid-19, le gouvernement est sur le front antiterroriste. La revue de presse de Léontine Atogima met à sa une le séminaire gouvernemental. Séminaire gouvernemental, le chef de l'État Forest Ozimna Nyasingbe oriente l'action de l'exécutif de mai de maître, constate Togo Matin. Le quotidien privé signale que la rencontre de Kara a permis au gouvernement d'examiner des sujets d'actualité tels que la sécurité régionale, l'économie post-Covid-19 et la transition écologique. Le grand quotidien national relève aussi un point de ce séminaire, la création du fonds Tinga pour l'accès universel à l'électricité. Un mécanisme de facilitation de l'accès à l'électricité pour les populations à faible revenu. Il permet d'offrir des subventions remboursables pour l'accès universel au réseau électrique en complément des autres initiatives en cours, précise Togo Presse. L'économiste renchérit Fonds Tinga, objectif garantir à l'horizon 2030 un accès universel à des services énergétiques fiables, durables, moderne et à un coût abordable. Le médium se penche de son côté sur le bilan de la feuille de route. Selon l'hebdomadaire, le ton du communiqué issu de cette rencontre indique que la première année de la mise en œuvre de la feuille de route ne satisfait guère les attentes. Le journal espère que le gouvernement donnera le meilleur de soi pour le bonheur du peuple togolais. Pour ce bonheur, le chef de l'État veut garantir une sécurité sans faille à son peuple. Le messager présente un tableau sombre de la situation sécuritaire. Des initiatives sont en cours pour redorer le blason, estime Ouara les vainqueurs qui titre Fort et Sozimna Nyasingbe et ses pairs envisagent de nouvelles perspectives. Togo Réveil confirme le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso neutralisent des bases de djihadistes. C'était au cours d'une opération militaire conjointe dénommée Koundalougou 4. Covid-19,
Imposition du pass vaccinal sur les lieux de culte. Si Kofi, qui ne s'est pas fait vacciner, se présente avec un pass de cordio, est-ce que le gouvernement saura? Questionne la lanterne. Liberté parle d'un acharnement contre les confessions religieuses. Entre les confessions religieuses et le ministre Payadoa Boukessi, s'installe-t-il un bras de fer, se demande le Canard indépendant. Pour l'heure, le ministre en charge de l'administration territoriale a prorogé au 10 décembre prochain la mise en application de la décision de présentation du pass vaccinal sur les lieux de culte. Payadoa Boukessi précise que les agents du groupe mixte de surveillance seront déployés pour effectuer le contrôle de concert avec des équipes d'accueil des différents lieux de culte. Pour finir, drôle de promotion à Togocom, qu'est-ce qui fait courir le directeur général et son équipe, s'interroge le journal du Togo. Togocom serait en difficulté, appuie l'intelligent qui ajoute qu'une grève générale illimitée des points de vente démarre le 9 décembre. Ça passe ou ça casse si on n'arrive pas à des solutions définitives et durables, lit-on à la une de la parution. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le rappel des titres de ce samedi pluriel, les députés français sont arrivés au terme de leur séjour à Lomé hier. La visite du palais des gouverneurs a retenu l'attention du groupe d'amitié France-Togo. Le marché de Ketao, un lieu d'échange commerciaux de l'époque, veut renaître de ses cendres. Le maire de la commune, Bina 2, est sur le chantier. Ils sont plus de 960 000 à départager aujourd'hui 6 candidats, dont Adama Barrow, président sortant de la Gambie. Pour l'heure, les réseaux sociaux ont été mis en garde contre toute proclamation hasardeuse. Invité de ce samedi pluriel, Rose Kaimi-Vedor, ministre de l'Investissement. Au micro exclusif de Radio Lomé, Madame le ministre a encouragé la nouvelle classe d'hommes d'affaires du Togo. Le deuxième invité a développé le contenu de 16 jours de campagne contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'était M. Moncho Ayaouvi Isidore, coordonnateur de la Croix-Bleue. Les sports avec les affiches de la deuxième journée de D1 et la revue de presse vous ont été présentés.